Construire un feu de Jack London. Traduction de Bernard Mathieu, version de 1902. Pour un voyage sur Terre ou pour une croisière autour du monde, un compagnon est généralement souhaitable. Au Klondike, comme Tom Vincent le découvrit, un tel compagnon est absolument nécessaire. Mais il découvrit cela non pas en suivant le précepte, mais à travers une amère expérience. Ne voyage jamais seul est un commandement du Grand Nord. Il l'avait entendu très souvent et il l'avait ri, parce qu'il était un solide jeune homme, fortement charpenté et fortement musclé, qui avait foi en lui-même et en la force de ses mains. C'était un jour morne de janvier quand l'expérience lui apprit le respect du froid et celui de la sagesse des hommes qui s'étaient battus contre lui. Il avait quitté Calumet Camp sur le Yukon, un paquetage léger sur le dos, pour grimper à Paul Creek, aux limites de Cherry Creek, là où sa bande prospectait et chassait l'élan. Le froid était à 60 degrés au-dessous de zéro, et il y avait 30 milles de pistes à abattre en solitaire. Mais cela lui était égal. En fait, il aimait tenir une allure cadencée dans un monde silencieux, son sang chaud coulant dans ses veines, l'esprit libre et heureux. Pour lui et ses camarades sur qui il allait tomber à coup sûr, aux confins de Cherry Creek et au-delà, il rentrait de Dawson avec des lettres réconfortantes de chez eux aux États-Unis. À 7 heures, lorsqu'il tourna les talons de Calumet Camp, la nuit était encore noire. Et quand le jour se leva, à 9h30, il avait coupé de 4 milles à travers le plat et il était à 6 milles en amont de Paul Creek. La piste, peu fréquentée, suivait le lit de la rivière et il n'était guère possible de se perdre. Il s'était rendu à Dawson par la Cherry Creek et l'Indian River, si bien que Paul Creek était un coin nouveau et étrange. À 11h30, il était à la fourche qu'on lui avait décrite et il savait qu'il avait couvert 15 milles, la moitié de la distance. Il savait que par la nature des choses, la piste allait devenir plus mauvaise à partir de là. Et il pensa que, compte tenu du bon temps qu'il avait fait, il méritait un déjeuner. Se délestant de son sac et s'asseyant sur un arbre tombé, il ôta la moufle de sa main droite, plongea dans sa chemise jusqu'à la peau et pêcha une paire de biscuits en sandwich avec des tranches de lard frit et enveloppés dans un mouchoir, la seule manière dont il pouvait être emporté sans geler. Il avait à peine mâché la première bouchée quand ses doigts engourdis l'avertirent qu'il fallait remettre sa moufle. C'est ce qu'il fit, non sans surprise devant l'amère rapidité avec laquelle le froid mordait. Sans aucun doute, c'était la morsure la plus froide qu'il eût jamais ressentie, pensa-t-il. Il cracha sur la neige, une des blagues favorites du Grand Nord, et le crépitement aigu de la congélation instantanée du crachat l'alarma. En partant, le thermomètre à alcool de Calumet marquait 60 au-dessous de zéro, mais il était certain que le froid avait augmenté. Plus froid de combien, il ne pouvait pas l'imaginer. La moitié du premier biscuit était encore intacte, mais il sentait qu'il commençait à avoir froid, une chose plutôt inhabituelle pour lui. Ça ne devrait pas, décida-t-il, et faisant glisser son paquetage en travers de ses épaules, il sauta sur ses pieds et courut rapidement sur la piste. Quelques minutes suffirent à le réchauffer et il s'installa dans une foulée vigoureuse, tout en mastiquant le biscuit. La buée qu'exhalait sa poitrine croûtait ses lèvres et sa moustache de glace pendante formait des glaciers miniatures sur son menton. Alors, de nouveau, la sensibilité disparut de son nez et de ses joues, et il frotta jusqu'à ce qu'il brûle au retour du sang. La plupart des hommes portaient des cache-nez, ses équipiers aussi. Mais il méprisait ce truc féminin, et jusque-là, il n'en avait jamais ressenti la nécessité. Maintenant, il sentait la nécessité. C'est pourquoi il se frictionnait constamment.
Néanmoins, il éprouvait un frisson de joie, d'exultation. Il réalisait quelque chose, il allait au bout de quelque chose en dominant les éléments. Une fois, il rit à pleine gorge d'un pur élan de vie, et d'un crochet du poing, il défia le froid. Il était son maître. Ce qu'il avait à faire, il le faisait, en dépit de lui. Il ne pourrait pas l'arrêter. Il allait à la frontière de Cherry Creek. Aussi fort qu'étaient les éléments, il était encore plus fort. Au même moment, les animaux rampaient se cacher dans leurs trous. Mais lui ne se cachait pas. Il était dehors, il faisait face au froid, il le combattait. Il était un homme, un maître des choses. Ainsi, se réjouissant fièrement, il allait. Après 1 heure, il suivit une courbe où la rivière longeait de près le flanc de la montagne, et il rencontra l'un des dangers en apparence le plus insignifiant, mais le plus redoutable des voyages dans le Grand Nord. La rivière elle-même était en glace jusqu'à son fond de roche, mais depuis la montagne arrivaient des écoulements de plusieurs sources. Ces sources ne gelaient jamais, et le seul effet des coups de froid les plus sévères était de réduire leur débit. Protégée du froid par la couverture de neige, l'eau de ces sources s'infiltrait dans la rivière et formait, à la surface de la glace, des flaques peu profondes. La surface de ces flaques se couvrait d'une peau de glace qui devenait de plus en plus épaisse, jusqu'à ce que l'eau débordât et formât ainsi une seconde flaque au-dessus de la première. Ainsi, au fond, il y avait la solide glace de la rivière, puis probablement de 6 à 8 pouces d'eau, puis une fine peau de glace, puis encore de 6 à 8 pouces d'eau et une autre fine peau de glace. Et par-dessus cette dernière peau, pour compléter le piège, il y avait un pouce de neige fraîche. Aux yeux de Tom Vincent, la surface vierge ne donnait aucun signal d'un danger caché. Comme la croûte était plus épaisse sur le bord, il était allé loin, vers le milieu, avant qu'il ne passe au travers. En soi, c'était une mésaventure très insignifiante. Un homme ne se noie pas dans 12 pouces d'eau. Mais dans ses conséquences, c'était un accident sérieux qui lui arrivait. À l'instant où il passa au travers, il sentit l'eau froide qui serrait ses pieds et ses chevilles, et en une demi-douzaine de grandes enjambées, il était à la rive. Il était plutôt calme et plein de sang-froid. La chose à faire, et la seule chose à faire, était de construire un feu. En raison de notre précepte des courses dans le Grand Nord. Voyage avec des chaussettes humides jusqu'à moins 20 degrés au-dessous de zéro. Après ça, fais un feu. Et il faisait 3 fois plus froid que moins 20. Il le savait. Il savait de plus qu'il devait apporter un grand soin à l'exercice, que s'il loupait la première tentative, le risque était plus grand de louper la seconde. En bref, il savait qu'il ne devait pas y avoir d'échec. L'instant d'avant, un homme fort, exultant, se vantait de sa maîtrise des éléments. Il ne se battait pas pour sa vie contre ces mêmes éléments. Telle était la différence causée par l'injection d'un quart d'eau dans les calculs d'un voyageur du Grand Nord. Dans un bouquet de pins sur le bord de la rive, les hautes eaux du printemps avaient déposé beaucoup de brindilles et de petites branches. Parfaitement séchées par le soleil, elles attendaient maintenant l'allumette. Il est impossible de construire un feu avec de lourdes moufles d'Alaska aux mains. Alors Vincent les ôta. Il rassembla un nombre suffisant de brindilles et en secoua la neige, s'agenouilla pour allumer son feu. D'une poche intérieure, il extirpa ses allumettes et une bande de fine écorce de bouleau. Les allumettes étaient du genre Klondike, des allumettes soufrées en fagots de sang. Il nota combien ses doigts étaient engourdis lorsqu'il sépara une allumette du fagot et la frotta sur son pantalon. L'écorce de bouleau, comme le papier le plus sec, brûla avec une flamme brillante. Elle fut soigneusement alimentée par les plus petites brindilles et les plus fins débris, dorlotant la flamme avec un soin extrême. Comme il le savait bien, il ne fallait pas faire les choses à la hâte, et bien que ses doigts fussent maintenant presque raides, il ne se pressa pas.
Après la première rapide et mordante sensation de froid, ses pieds avaient été très douloureux, d'une douleur sourde, et s'étaient rapidement engourdis. Mais le feu, bien qu'il fût encore précoce, était maintenant une réussite. Il savait qu'une poignée de neige, frottée avec vigueur, guérirait rapidement ses pieds. Mais au moment où il ajoutait les premières branchettes au feu, une chose injuste arriva. Au-dessus de sa tête, le pin portait le fardeau de 4 mois de neige, et ce fardeau était dans un équilibre si délicat que ses mouvements ténus pour ramasser les branchettes furent suffisants pour rompre l'équilibre. La neige supportée par les branches du sommet fut la première à tomber, frappant et détachant la neige des branches au-dessous. Et toute cette neige, accumulée au gré des chutes, tomba sur la tête et les épaules de Tom Vincent et étouffa son feu. Il garda quand même sa présence d'esprit, car il savait combien le danger était grand. Il recommença aussitôt à construire le feu, mais ses doigts étaient maintenant si gourds qu'il ne pouvait pas les plier, et il fut obligé de cueillir chaque brindille et de la briser de ses 2 mains entre les bouts de ses doigts. Lorsqu'il en fut à l'allumette, il eut de grandes difficultés à en séparer une du fagot. Il réussit cependant, au prix d'un grand effort, à coincer l'allumette entre son pouce et son index. Mais en la frottant, il la laissa tomber dans la neige et ne put la ramasser. Il était debout, désespéré. Il ne pouvait même pas sentir son poids sous ses pieds, bien que ses chevilles fussent très douloureuses. Enfilant ses moufles, il fit un pas de côté de telle sorte que la neige n'en tombe pas sur le feu qu'il était en train de construire, et battit violemment ses mains contre un tronc d'arbre. Cela lui permit de séparer et frotter une seconde allumette et d'enflammer le fragment restant de l'écorce de bouleau. Mais son corps avait maintenant commencé à se refroidir et il frissonnait tellement que lorsqu'il essaya d'ajouter les premières branches, ses mains se heurtèrent et la petite flamme fut éteinte. Le froid l'avait battu. Ses mains ne servaient à rien. Mais il avait prévu de jeter le fagot d'allumettes dans la poche extérieure grande ouverte avant d'enfiler ses moufles par désespoir. Et il reprit la piste. Cependant, on ne peut pas courir contre le froid les pieds humides par -60 et même plus froid comme il le découvrit rapidement. Il arriva jusqu'à un coup d'aigu de la rivière d'où il pouvait voir jusqu'à un mille en amont. Mais il n'y avait pas d'aide, aucun signe d'aide. Seulement les arbres blancs, les collines blanches, le froid tranquille et le silence des reins. Si seulement il avait un camarade dont les pieds n'étaient pas gelés, pensait-il. Seulement un camarade pour démarrer le feu qui le sauverait. Alors ses yeux tombèrent sur un autre amoncellement de brindilles et branches laissées par les crues. S'il pouvait frotter une allumette, il pourrait encore s'en tirer. Avec ses doigts raides, qu'il ne pouvait pas plier, il sortit le fagot d'allumettes, mais il lui fut impossible d'en détacher une. Il s'assit et attira maladroitement le fagot sur ses genoux, jusqu'à ce qu'il l'appuie sur sa paume avec les bouts soufrés sortant vers l'extérieur, comme sortirait la lame d'un couteau de chasse serré dans le poing. Mais ses doigts restaient rigides. Il ne pouvait pas serrer. Il surmonta cela en pressant le poignet de l'autre main contre ses doigts et les força ainsi à descendre sur le fagot. À maintes reprises, le tenant par les 2 mains, il frotta le fagot sur sa jambe et finalement l'alluma. Mais la flamme brûla la chair de sa main et il relâcha involontairement sa prise. Le fagot tomba dans la neige et tandis qu'il essayait vainement de le ramasser, il grésilla et s'éteignit. Il courut à nouveau, cette fois méchamment effrayé. Ses pieds étaient totalement dépourvus de sensations. Il cogna ses orteils contre une bûche enterrée, mais bien que cela le fît tomber dans la neige et lui tordit le dos, il n'en éprouva rien. Il se rappela qu'on lui avait parlé d'un camp de chasseurs d'élan quelque part au-dessus de la fourche de Paul Creek. Il ne devait pas en être loin, pensa-t-il, et s'il pouvait le trouver, il serait sauvé.
5 minutes plus tard, il tomba dessus, isolé, déserté, avec des amas de neige soufflés à l'intérieur de l'abri en branches de pin dans lequel les chasseurs avaient dormi. Il s'écroula en sanglotant. Tout était fini, et dans 1 heure au mieux, à cette terrifiante température, il serait un cadavre glacé. Mais l'amour de la vie était fort en lui, et il sauta de nouveau sur ses pieds. Il pensait rapidement. Qu'importe que les allumettes brûlent ses mains. Des mains brûlées valaient mieux que des mains mortes. Pas de main du tout était mieux que la mort. Il pataugea le long de la piste jusqu'à ce qu'il tombe sur un autre dépôt de crues. Il y avait des brindilles et des branches, des feuilles et des herbes très sèches. De nouveau, il s'assit et amena le fagot d'allumettes sur ses genoux, le mit en place dans sa paume, avec le poignet de son autre main, força les doigts inertes à se poser sur le fagot et avec le poignet les maintint là. Au second frottement, le fagot prit feu, et il sut que s'il supportait la douleur, il était sauvé. La fumée soufrée le fit suffoquer, et la flamme lécha la chair de ses mains. Au début, il ne le sentit pas, mais cela brûla rapidement à travers la surface gelée. L'odeur de chair brûlée, sa chair, était forte dans ses narines. Il se tordit de douleur, mais il tint bon. Il serra les dents et se balança d'avant en arrière jusqu'à ce que s'élève la claire flamme blanche de l'allumette qui brûlait et qu'il eût appliqué cette flamme aux feuilles et aux herbes. 5 minutes anxieuses s'ensuivirent, mais le feu gagnait régulièrement. Alors il s'occupa de se sauver. D'héroïques mesures étaient nécessaires dans cette situation extrême, et il les prit. Frottant alternativement ses mains avec de la neige, les enfonçant dans les flammes et les frappant sans cesse contre les arbres durs, il rétablit suffisamment la circulation pour qu'elle lui serve à nouveau. Avec son couteau de chasse, il coupa les courroies de son paquetage, déroula sa couverture et en sortit des chaussettes sèches et des chaussures. Alors il découpa ses mocassins et dénuda ses pieds. Mais tandis qu'il avait pris des libertés avec ses mains, il garda ses pieds suffisamment éloignés du feu et les frotta avec de la neige. Il frottait jusqu'à ce que ses mains s'engourdissent. Il couvrait alors ses pieds avec la couverture, réchauffait ses mains au feu et recommençait à frotter. Il travailla 3 heures, jusqu'à ce que les pires effets du froid eussent été neutralisés. Toute cette nuit-là, il resta près du feu. Et il était tard le lendemain lorsqu'il boita pitoyablement au camp sur la frontière de Cherry Creek. En 1 mois de temps, il fut capable d'être sur ses pieds, bien que ses orteils fussent après ça définitivement très sensibles au froid. Mais les cicatrices de ses mains, il savait qu'il les emporterait dans sa tombe. Maintenant, il respecte le commandement du Grand Nord. Ne voyage jamais seul.